Merci d'être resté avec nous. Seconde partie de Tout est dans la presse avec Emmanuel Elbasfeld, Xavier Magolan et Shraga Bloom. Et nous parlons aujourd'hui de Dieudonné, de Laconel et de la manière dont ce phénomène très inquiétant est perçu en Israël. Et nous avons en ligne à ce propos Pascal Bruckner, le philosophe français que l'on ne présente plus. Monsieur Bruckner, bonjour. Bonjour. Alors, merci de répondre à nos questions. Vous avez signé, je crois, plusieurs tribunes dans la presse concernant ce phénomène Dieudonné, en appelant à une mobilisation d'une part des pouvoirs publics et également en essayant de décortiquer un petit peu ces phénomènes. Est-ce que vous avez l'impression que les autorités françaises ont réagi de la manière qu'il fallait face au phénomène Dieudonné? C'est très difficile de réagir intelligemment face à Dieudonné parce que lui utilise l'arme de l'humour et que le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a proposé d'interdire ce spectacle. Mais je pense que l'interdiction n'est pas la bonne façon d'agir. On peut lui coller des amendes, on peut le traîner au tribunal chaque fois qu'il y a des appels à la haine raciale. Mais l'interdiction ne me paraît pas la meilleure des armes, puisqu'au contraire, ça donne des arguments à Dieudonné qui dénonce le gouvernement actuel comme étant entre les mains du lobby sioniste. Alors quelle est la meilleure des manières pour contrer ce phénomène, ou pour essayer en tout cas? La meilleure des manières, c'est très difficile. On a affaire à quelque chose qui est en train de nous échapper, puisque justement, contrairement à l'antisémitisme de l'extrême droite classique, celui de Dieudonné utilise les moyens de la dérision et surtout se présente comme un antisémitisme réactif. C'est-à-dire qu'au fond, ce que reproche Dieudonné, comme d'ailleurs un certain nombre de mouvements islamistes, il reproche aux Juifs d'avoir volé le malheur du monde et donc de mettre en sourdine les crimes de l'esclavage. Pascal Bruckner, ça va plus loin. Comment vous expliquez ce succès? Parce que malheureusement, on peut parler de succès à la fois de Dieudonné et de l'intellectuel néofasciste, néo-nazi presque, qui l'accompagne, Alain Soral, dont les livres se vendent très bien, paraît-il. Oui, les livres de Soral sont dans les premiers sur la liste de Google. Je pense qu'on assiste à une alliance tout à fait nouvelle dans l'histoire entre les néo-nazis, une partie de l'establishment africano-islamiste et l'extrême gauche. Et c'est une alliance qui serait brun-rouge-vert, où finalement on se réconcilierait sur le dos de la communauté juive, en dénonçant le sionisme et les États-Unis comme étant l'ennemi de l'humanité. Monsieur Bruckner, l'un des membres de notre panel, Emmanuel Elbasfeld, aimerait vous poser une question. Allez-y, Emmanuel. J'aimerais savoir, est-ce qu'on arrive à expliquer le fait que depuis plus de 10 ans de condamnation, Dieudonné arrive à ne pas payer ses amendes? Parce que je pense que, en effet, la solution est très complexe ici, mais l'attaquer au portefeuille, ça pourrait être le début d'une solution pour quelqu'un qui est très proche quand même de ses sous et de sa réussite financière. Effectivement, c'est une énigme. Alors ça, je ne sais pas, parce qu'il faudrait avoir accès au dossier juridique, mais grâce à des prête-noms, il a réussi pour l'instant à échapper à toute poursuite financière et à se refaire une santé chaque fois qu'on le condamnait à de fortes amendes. Donc l'homme est habile, il a des très bons avocats, et le condamner comme ça est une affaire délicate. Donc moi, je suis plutôt pour la méthode anglo-saxonne de libre expression, quitte à répondre systématiquement à ses moindres attaques et à démontrer l'inanité de ses arguments. Xavier Magolan, vous aimeriez poser une question à M. Bruckner? Je voudrais savoir, est-ce que j'ai compris, si j'ai bien compris, vous dites en effet que cet antisémitisme, c'est une racine de nouveau fascisme européen, c'est vrai? Non, c'est-à-dire que c'est un antisémitisme de type nouveau, qui est né de la concurrence victimaire entre les Noirs et les Juifs, et qui est rejoint effectivement par l'ancien fascisme européen. Donc il y a là un produit de synthèse. Comme on parle de produit de synthèse dans la chimie, c'est quelque chose d'absolument nouveau. En quelque sorte, comme je le disais tout à l'heure, on reproche aux Juifs de vouloir accaparer sur leur personne toute la souffrance du monde. Et Dieudonné explique que lui, en tant qu'Africain, il est soumis à une sorte d'esclavage mental, financier, physique de la part des autorités françaises, elles-mêmes dirigées par Israël et les États-Unis. C'est un raisonnement tortueux
Mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. De la part d'Emmanuel, allez-y. Toute petite remarque, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait plus de 10 ans que Dieudonné parle comme ça, qu'il se fait interviewer par Presse TV, les Iraniens, qu'il a même financé une partie de son film antisémitisme par le régime iranien d'Ahmadinejad à l'époque. C'est pas du tout nouveau. Le problème, c'est qu'en ce moment, on en parle énormément et que du coup, tous les soirs, il vend sa place à 38 € pour plus de 300 personnes. J'ai une question pour vous, Monsieur Bruckner. Est-ce que vous ne croyez pas que la méthode que vous préconisez, donc de libre expression anglo-saxonne, a montré ses limites? Dans l'histoire, on l'a bien vu qu'en laissant parler les antisémites, les fascistes, en disant bon, ben, ça finira par s'éteindre, ou laisser-les parler pour ne pas en faire des martyrs, c'est des méthodes finalement qui se sont retournées contre nous. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais je pense que la méthode de Manuel Valls finalement a abouti au résultat contraire, puisque vous voyez, depuis que le ministre de l'Intérieur a parlé d'interdire les spectacles de Dieudonné, on en parle dans le monde entier, y compris en Israël, aux États-Unis. Donc ça lui a fait une énorme publicité. Et donc on peut se demander si dans ce cas-là, le silence n'est souvent pas préférable à une sorte d'attaque frontale publique venant du pouvoir. Merci beaucoup, Pascal Bruckner, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Avirama, vous aimeriez réagir? On n'est pas trop content de cette analyse, hein, parce que moi, je pense vraiment que les Juifs, selon Dieudonné, font partie de l'ordre de la démocratie, de la République. Et c'est pourquoi la République se défend maintenant, parce que la République vraiment comprend que c'est une attaque contre les valeurs sacrées de la France. C'est pas cet antisémitisme, ce n'est pas seulement donné comme symptôme de la crise entre les élites républicaines et l'antisémitisme et l'incitation à la haine raciale et le négationnisme sont interdits par la loi en France. Mais j'aimerais qu'on revienne quand on chante chaud ananas, on doit payer une amende. Le problème, c'est qu'il faut qu'il la paye son amende. J'aimerais qu'on revienne dans le temps qui nous reste sur. On est tous les trois, tous les quatre. Nous vivons en Israël, nous sommes des citoyens israéliens. Comment est-ce que ce phénomène, ce succès, est-il perçu en Israël? Tout à l'heure, on parlait, et je crois que c'est vous, Emmanuel, qui avez mis ce sujet sur la table, du fait que les autorités israéliennes ne devaient pas inciter les Juifs de France à s'installer en Israël en raison du phénomène Dieudonné. Très simplement, quand on voit un sujet de l'extérieur, il est toujours beaucoup plus simpliste. En France, on voit les problèmes sécuritaires en Israël de façon très comme ça réduite. Et pareil dans l'autre sens, quand le chauffeur de taxi lambda va nous dire mais il y a beaucoup d'antisémites en France et puis il y a beaucoup d'immigrés, il y a beaucoup d'arabes, c'est difficile pour les juifs. Bon, c'est des stéréotypes très très simplistes. Et une histoire comme celle de la quenelle et de Dieudonné, ça renforce tout ça et puis ça permet aux gens de dire il faut faire son alia. C'est une certaine réalité. Non, c'est pas une certaine réalité. Il y a un antisémisme qui existe depuis toujours. Je ne connais pas un juif de France, à quelle époque à laquelle il soit né, qui n'ait pas vécu un sale juif ou un problème à un moment donné. Est-ce que moi, j'ai fait mon alia à cause de l'antisémitisme? Non. Est-ce que mes frères et sœurs vont faire leur alia parce qu'ils ont peur des juifs en France? Non. C'est pas mon cas non plus, mais il y a quand même quelque chose de nouveau. Je voudrais réagir là-dessus. D'abord, il est indéniable de dire que l'antisémitisme est en progression. Il y a 20 ou 30 ans, mes neveux n'osaient pas pouvaient sortir dans la rue avec leur kippa. Maintenant, c'est plus possible. Donc, il y a un antisémitisme qui est de plus en plus développé. Vous ne pouvez pas le nier. Je le nie. La deuxième chose, concernant l'alia, nous avons dans toutes les synagogues du monde, hier, lu un merveilleux passage du prophète Jérémie qui dit « Ne crains rien, Israël, je te ferai revenir de tes exils ». Alors, le retour des Juifs se fait de diverses façons. C'est vrai que ce n'est pas la plus noble des manières de fuir l'antisémitisme, mais la manière dont les Juifs reviennent ici, elle dépend des circonstances. Et chaque Juif qui viendra ici, et chaque Juif qui arrivera en Israël, à cause du climat délétère qui existe en France, notamment à cause de Dieudonné, c'est une merveilleuse punition pour Dieudonné qui fera œuvre du sionisme. On a très peu de temps, j'aimerais qu'Avir en réagisse. Je suis tout à fait 100% sioniste. Je pense que l'État d'Israël est la maison du peuple juif. Mais ces juifs qui vivent en France sont des citoyens de la République française. Et il faut il faut leur considérer comme ça. Ce sont, premièrement, des citoyens de la République française. Moi, je viens en Israël, je suis encore citoyenne française. Je suis israélienne et française. Ça veut dire que le problème européen. Le temps est venu de la dernière rubrique de l'émission, celle des post-scriptum. Alors, des post-scriptum un peu particuliers cette semaine, puisqu'on va s'intéresser à l'année 2014 qui vient de commencer avec les prévisions de nos amis panélistes. Et on commence avec vous, Emmanuel.
les prévisions, on n'est pas des voyants, mais pour 2014, moi je pense qu'un peu comme tous les ans, on aura une catastrophe naturelle quelque part dans le monde, ou deux, malheureusement. On aura des grands événements, manifestations mondiales en marge des grands événements internationaux de sport, par exemple au Brésil, la Coupe du Monde, en Russie, avant ça, au mois de février, les Jeux Olympiques d'hiver et des manifestations au niveau des droits de l'homme. Il n'y aura pas de grands changements au niveau des droits de l'homme en Chine et en Russie. Et puis, pour se rapprocher un peu de nous, il n'y aura pas d'attaque israélienne ou américaine sur l'Iran, contrairement à ce qu'on avait pensé il y a quelques mois, parce que je pense qu'on est en train de discuter un accord et que même si ça aboutira pas cette année, ou ça aboutira, à mon avis ça aboutira, mais si ça n'aboutit pas, il y aura quand même assez de temps pour en parler et tirer le fil et éviter l'attaque. Et si on parle d'un accord, il n'y aura pas d'accord de paix malheureusement en Israël avec l'autorité palestinienne. Un accord cadre peut-être ? J'y crois pas beaucoup. Je ne crois pas que Netanyahou arrivera à présenter un accord qui sera accepté par son gouvernement. Et donc on va continuer à en parler et à rester dans la même situation au Moyen-Orient. Avirama ? Je ne suis pas d'accord. Je pense que Netanyahou est obligé, il le sait et il le veut. Il veut un accord. Mais forcément, son parti n'en veut peut-être pas. Oui, son parti ne veut pas, mais il y a d'autres partis, il le sait maintenant, parce que le parti, je ne sais pas si Bennett va vraiment quitter le gouvernement. Il est très très à l'aise là-bas, et je pense qu'il va perdre beaucoup de force s'il quitte le gouvernement, mais c'est pas ça ce qui va passer en Israël. Je suis d'accord que c'est problématique, c'est pas évident, mais il va achever quelque chose. Mais quand même, la situation économique d'Israël, qui paraît très très bonne au moment, et sera très très problématique pour la plupart des Israéliens, pas les riches, hein, le décalage. Ouais, voilà. Parce que le décalage entre riches et pauvres en Israël va vraiment augmenter, va être vraiment triste, hein, si vous voulez. Shraga, votre avis pour 2014 ? Oui, moi je me focaliserai sur le sujet qui me passionne, c'est le processus de paix, entre guillemets. Et pour dire on va continuer à parler, je pense que la deadline des 9 mois va être dépassée, mais il n'y aura rien du tout qui en ressort, tout simplement parce que il faut comprendre que le fossé est infranchissable. Ce n'est pas un conflit uniquement territorial, c'est un conflit identitaire, religieux aussi. Et le mouvement national palestinien est né sur la négation d'Israël. Et il y aura parallèlement, malheureusement, je le regrette, une recrudescence, une augmentation de la violence palestinienne, comme ça a déjà commencé depuis quelques mois, due à l'incitation quotidienne dans les médias et dans les livres scolaires. Même le Fatah l'a annoncé il y a 2-3 jours. Que la lutte armée continuera. Donc, écoutez, Shraga, l'Allemagne et la France, après deux guerres mondiales... L'Allemagne n'a jamais rêvé de remplacer la France. L'Allemagne et la France étaient adversaires. Non, mais... Les Palestiniens et les Israéliens sont rivaux. C'est pas la même chose. Le rival veut se mettre à la... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit un rival veut se mettre à la place de l'autre. D'accord ? Donc la France et l'Allemagne, c'est incomparable. Vous faites un peu l'amalgame entre l'autorité palestinienne et les groupes terroristes comme le Hamas. Non, pas du tout. Je viens de dire que l'incitation, elle est présente quotidiennement dans les médias de l'autorité palestinienne, du Fatah, pas seulement du Hamas. Moi, je préfère à la limite le Hamas qui est plus sincère. Tandis que le Fatah dit des choses en anglais et en arabe dit le contraire. Et allez sur le site palwatch.org et vous verrez ce qui se passe tous les jours dans les médias palestiniens. Donc s'il n'y a pas de paix, ce sera que de la faute de l'autorité palestinienne. Emmanuel, on finit toujours par accuser les Palestiniens. Non, mais vous cherchez toujours la faute chez Netanyahou, chez les Israéliens. On peut regarder de la faute de Netanyahou. Non, mais je regrette infiniment. Donc vous pensez que Netanyahou veut sincèrement arriver à une paix ? Oui, moi je pense que oui, mais il n'y arrivera pas. Il veut un accord, il ne veut pas la paix. Vous savez, vouloir la paix, c'est un terme générique qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. Parce que la paix, on peut mettre ça. Ça vraiment. Merci beaucoup. Le Cheikh Yassine avait dit, nous voulons la paix, mais pour nous la paix, ça veut dire plus d'Israël. Ma prévision pour 2014, c'est qu'on aura bien évidemment l'occasion de reparler de ces sujets de très nombreuses reprises ici sur le plateau de Tout est dans la presse. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lire la presse en ligne ou sur papier, elle existe encore, et regardez i24 News, bien sûr, à la semaine prochaine.